Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. François Mabille, secrétaire général de la Fédération internationale des universités catholiques, chercheur statutaire au GSRL-CNRS. Le monde a connu au premier semestre 2020 une crise qui, à défaut d'avoir été imprévisible, n'en pas moins été totalement inédite. L'impact humain, que ce soit en termes de décès, de personnes durablement atteintes dans leur intégrité physique et psychologique, la restriction des libertés à commencer par celle de se déplacer, les chocs économiques et leurs conséquences sociales, font partie des faits les plus marquants. Ajoutons que rarement les États ont mesuré à ce point leur degré d'interdépendance et donc de faiblesse, et que les sociétés ont été confrontées ainsi à leur vulnérabilité. Notre compréhension de la sécurité et de la paix devrait ainsi être profondément révisée, notamment chez les États occidentaux. Les politiques de confinement, l'arrêt des transports et donc celui des mobilités, ont bouleversé les activités de multiples secteurs, provoqué des mutations dont il est difficile à ce jour de mesurer l'éventuelle pérennité. Cet ouvrage n'a pas pour ambition de proposer une analyse exhaustive de l'ensemble de la crise, mais entend se concentrer sur les aspects essentiels, dont certains peut-être ont néanmoins moins retenu l'attention. Une première partie introduit l'analyse de la crise sanitaire au regard des crises passées et des possibilités offertes par l'alerte précoce. La contribution de Valérie Fer est essentielle pour comprendre que l'imprévu relève de l'incompétence, du manque de prévoyance, tant au niveau des États que des organisations internationales. Sa contribution doit être mise en relation avec celle de Marc Finot. L'expertise de ce dernier porte sur les conséquences de la crise sur la sécurité internationale et son analyse oblige à se poser en creux la question de ce qui surviendrait si nos États, non préparés pour une crise sanitaire, devaient affronter une crise nucléaire ou bactériologique. À l'approche portant sur la prospective s'ajoute un questionnement sur la manière dont nos sociétés réagissent et surmontent les crises sanitaires. Camille Rayon propose ainsi une réflexion d'importance sur la résilience, aux défis de ce type d'enjeu. Si ces approches portent sur l'avant et l'après-crise, toutes deux s'ordonnent autour d'une interrogation centrale sur la notion de santé. Isabelle Wachsmus et Alberto Zucconi montrent bien, dans une perspective rogérienne, les impasses actuelles et proposent des pistes déterminantes pour que la santé soit repensée dans nos systèmes politiques nationaux et internationaux. Précisément, ces deux niveaux, le national et l'international, ont très clairement été mis au défi durant ces derniers mois, ce d'autant plus que l'une des tendances politiques majeures de ces dernières années est l'émergence de populisme et de souverainisme et donc de critique des institutions politiques internationales. C'est la raison pour laquelle la seconde partie se penche sur les relations internationales et le jeu de perte-gain, observé au niveau des États, la crise étant ici perçue parfois comme une structure d'opportunité. 3 contributions bornent l'approche. Une réflexion globale sur la société internationale du risque, une seconde sur la Chine et une troisième enfin sur l'impact de la crise sur la course aux armements. Enfin, la troisième partie apporte des éclairages inédits sur plusieurs domaines. Le champ religieux, le champ universitaire, le monde militaire. Ces 3 secteurs ont sans doute été absents des projecteurs des médias, ils n'en demeurent pas moins importants à analyser. Historiquement et de multiples manières, les acteurs religieux sont liés avec le soin, la souffrance, le care. Et les crises sont souvent l'occasion pour eux de produire des discours spécifiques, outre des mobilisations ad hoc. Blandine Shelley-Nippon a suivi de près leurs activités pendant ces derniers mois, et propose une typologie fine de leur comportement, qui ouvre sur une réflexion plus large au sujet des mécanismes d'intégration, de coopération ou d'opposition entre acteurs politiques et acteurs religieux. Corinne Mellul a observé pour sa part le champ universitaire, passionnant à scruter. Ce microcosme réalise l'union des échelles locales et internationales par l'internationalisation des études et la mobilité étudiante et enseignante. Les universités ont été obligées de revoir les modes de présence sur leur campus, donc d'enseignement et de pédagogie. La crise rencontrée les contraint aussi à anticiper une seconde vague de Covid-19 et plus globalement, à revoir leur processus d'internationalisation. À l'analyse fournie, on pourrait ajouter que la crise vient questionner les universités sous 2 autres angles. Elle représente le savoir, et l'on a bien vu comment savoir et pouvoir étaient soumis à une réarticulation spécifique en temps de crise,
mais sans doute cette réflexion pourrait-elle être élargie à une temporalité plus longue. Par ailleurs, la crise du coronavirus a manifesté les limites actuelles dans les pratiques de leadership, évoquées dans la contribution d'Isabelle Vaxmus et d'Alberto Zucconi. C'est aussi un champ de réflexion et de proposition qui s'ouvre pour le milieu académique, que d'être en mesure de former des élites davantage enclines à traiter des sujets fondamentaux liés aux objectifs du développement durable, à partir d'un leadership recentré sur la question du sens et de la coopération. Enfin, si la seconde partie traite d'enjeux liés au conflit, le travail de Paul de Puybusque fournit un contrepoint passionnant sur la mobilisation des armées pendant cette crise. L'approche comparative menée porte autant sur l'expertise des armées que sur leurs capacités opérationnelles, et éclaire sous un jour nouveau leur travail. Au terme de ce cheminement, et en dépit de la diversité des sujets par laquelle la crise est abordée, des convergences fortes apparaissent. D'une part, la nécessité renouvelée de renforcer la coopération internationale, et ce d'autant plus que c'est la notion de risque qui apparaît comme centrale dans la compréhension de cette crise. Interdépendants, à souveraineté limitée et variable, nos États ont manifesté à quel point ils étaient fragiles et combien nos sociétés étaient perméables aux risques. Sans doute cette crise prouve-t-elle que l'élargissement de la sécurité militaire à la sécurité humaine relevait il y a déjà quelques années d'une conception renouvelée et justifiée, et combien les approches de Beck ou de Buzan anticipaient sur une réalité aujourd'hui advenue. Le titre de notre ouvrage, en toute logique, se devait d'emporter la marque Covid-19 vers une société internationale du risque. Tous les contributeurs de ce volume ont accepté de suivre la crise au jour le jour, alors même qu'ils étaient victimes à des titres divers et donc concernés directement par la situation observée. Qu'ils soient ici profondément remerciés pour leur engagement, pour la générosité de leur recherche au service de tous. Cette analyse paraît enfin dans la collection Droit, Société et Risques du C3RD, le laboratoire de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Ce laboratoire réputé analyse de longue date les différents risques auxquels nos sociétés font face, et ce de manière pluridisciplinaire. Ma reconnaissance va à Ioannis Panoussi, doyen de la faculté de droit, et au professeur Lina Williat, directrice du C3RD et cotitulaire de la chaire Droit, Éthique de la santé numérique, d'avoir accepté cet ouvrage dans leur collection, beau témoignage de l'amitié qui unit l'Université catholique de Lille et la Fédération internationale des universités catholiques. Partie 1. Analyse des enjeux sanitaires. Le probable n'est pas impossible. Valérie Fer, normalienne GEMAP. La résilience au risque du Covid, Camille Rayon, FIUC, l'IFA Université Eiffel. La protection de la santé pour une approche centrée sur la personne. Isabelle Vaxmus, OMS et Alberto Zucconi, Institut Carl Rogers. Le probable n'est pas impossible. Valérie Fer, normalienne, Senior Advisor, GEMAP. Encore enfant en 1871, au lendemain de la guerre, j'avais comme tous ceux de ma génération considéré une nouvelle guerre comme imminente, pendant les 12 ou 15 années qui suivirent. Puis cette guerre nous apparut tout à la fois comme probable et impossible. Idée complexe et contradictoire qui persista jusqu'à la date fatale. Henri Bergson. Dans son excellent ouvrage « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire », Anne-Claude Crémieux définit comme suit les crises sanitaires. Elles résultent de la conjonction d'un événement brutal et imprévisible, et de sa réception par les pouvoirs publics et les systèmes de santé souvent conditionnés par les crises du passé. Des épidémies comme celle du SRAS ou de la vache folle entraînent une crise en raison même de leur caractère inconnu et menaçant. Nous reviendrons sur la question de la réception par les pouvoirs publics et les systèmes de santé, mais il faut d'emblée signaler que, pour brutale qu'elle fût, la pandémie de Covid-19, virus pathogène respiratoire à risque potentiellement létal, n'était nullement improbable. En effet, c'est à la suite de la première manifestation d'un virus de cette famille, le SARS-CoV, lors de l'épidémie de SRAS de 2003 à 2004 que l'OMS révise son règlement sanitaire international, RSI en 2005, lequel entrera en vigueur le 15 juin 2007. Dès l'avant-propos, le contexte qui a motivé cette révision est clairement énoncé. Il s'agit du SRAS, qualifié de première urgence mondiale de santé publique du XXIe siècle.
Ce règlement va même plus loin et inaugure un véritable tournant dans la gouvernance de la santé publique en introduisant pour la première fois la notion de maladie inconnue, et en intégrant par conséquent, dans son instrument de décision permettant d'évaluer et de notifier les événements qui peuvent constituer une urgence de santé publique de portée internationale, le principe d'imprévisibilité. En d'autres termes, à la liste des maladies bien identifiées et à déclaration obligatoire telles que d'usage depuis le premier RSI du 25 mai 1951, variole, poliomyélite, grippe humaine causée par un nouveau sous-type, choléra, peste pulmonaire, fièvre jaune, etc. Elle ajoute, bien entendu le SRAS, mais plus encore, tout événement susceptible d'avoir une ampleur internationale pour la santé publique, y compris les événements dont les causes ou l'origine sont inconnues. Toujours en 2005 et même s'il s'agit de grippe, l'OMS, dans son plan mondial de préparation à une pandémie de grippe, écrit à la fin de son résumé d'orientation, il est impossible de prévoir à l'avance quand pourrait avoir lieu la prochaine pandémie ou la gravité de ses conséquences. En moyenne, 3 pandémies par siècle ont été documentées depuis le XVIe siècle, se produisant à des intervalles de 10 à 50 ans. Au cours du XXe siècle, de telles pandémies se sont produites en 1918, 1957 et 1968. Si un virus grippal pandémique analogue à celui qui a sévi en 1918 devait réapparaître, même en tenant compte des progrès de la médecine réalisés depuis lors, on pourrait s'attendre à un nombre sans précédent de malades et de décès. Les voyages aériens pourraient accélérer la propagation d'un nouveau virus et diminuer le temps disponible pour préparer les interventions. Les systèmes de soins de santé pourraient être rapidement surchargés, les économies mises à rude épreuve et l'ordre social ébranlé. Si l'on estime qu'il est quasiment impossible d'arrêter la propagation d'un virus pandémique, il devrait être possible d'en réduire les conséquences au minimum en se préparant à l'avance à relever le défi. Ainsi, dès 2005, l'OMS fixe un cadre précis de gouvernance de la santé publique où la prévention ne suffit plus, où il faut se préparer à faire face non à des risques mais à des crises, en étant prêt à répondre en situation d'inconnu, voire d'impensable et de surprise. En somme, à part la date, tout est déjà, sinon prévu, considéré comme probable. Effet des expériences récentes que sont l'apparition du sida, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob due à l'encéphalopathie spongiforme bovine, et de l'identification d'un nouveau virus grippal de type H5N1, les autorités tant nationales que régionales entendent parfaitement ce message et se montrent particulièrement réactives. La question épidémique est prise au sérieux, et la préparation à une crise sanitaire d'ampleur mobilise dans cette première décennie des années 2000. Penser l'impensable et se préparer au pire. En France, en avril 2004, la Direction générale de la santé DGS, la Direction de l'hospitalisation DOS, l'Institut national de veille sanitaire INVS rédige conjointement un rapport intitulé « Plan de réponse à une menace de SRAS ». Ces auteurs concluent leur introduction en envisageant la résurgence épidémique. Si l'épidémie est désormais éteinte, une résurgence de la maladie reste tout à fait possible, et l'expérience de 2002 à 2003 a montré, dans les différents pays qui ont eu à prendre en charge des cas, combien une réaction précoce et adaptée pouvait limiter les risques d'extension de l'épidémie. Au chapitre Aspects fondamentaux, ils insistent sur le fait qu'on ne peut faire de prédiction après la première vague épidémique et l'hypothèse la plus défavorable doit être envisagée. Dans cette logique, ils imaginent même une épidémie de grippe saisonnière concomitante et au chapitre préparation, établissent que les hôpitaux se dotent de chambres d'isolement mobilisables en cas d'épidémie et constituent des stocks de précaution, masques, gants, lunettes, surblouses, surchaussures. Au mois d'octobre de la même année, Philippe Douste-Blazy, ministre alors en charge de la Santé, présentera le premier plan français de pandémie grippale. Toujours en 2004, en avril, le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, demande de son côté à l'Inspection générale de l'administration, IGA, un rapport sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en cas de pandémie grippale et de crise majeure au cours de laquelle la situation économique, l'appareil social, les structures administratives sont durablement perturbées. Ce rapport est remis à son commanditaire un an plus tard, en avril 2005. Il n'a jamais été publié, mais exhumé par les journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, à l'occasion de leur enquête aux racines de la crise sanitaire française.
Dans ce document confidentiel, l'inspecteur général Philippe Sauzet et sa collègue Chantal Mochet, cités par Le Monde, décrivent l'apparition d'un nouveau virus humain particulièrement virulent, d'une pathologie très différente de la grippe saisonnière, par sa forte mortalité et par l'impossibilité de disposer rapidement d'un vaccin. Ces effets directs et indirects pourraient conduire à une désorganisation majeure, voire à une paralysie de la vie du pays. Les premières vagues pourraient s'installer en 2 à 4 semaines et durer chacune 8 à 12 semaines. Les auteurs, toujours cités par Le Monde, prévoient également l'insuffisance vraisemblable, à court terme, des équipements de protection, à laquelle il convient de remédier en constituant sans tarder des stocks de masques organisés et centralisés par les zones de défense, et en préfinançant l'installation de machines de production de masques FFP2 dans les industries textiles françaises. En France toujours, presque en même temps que les 160 pages de l'IGA, le 10 mai 2005, la sénatrice Marie-Christine Blandin et le député Jean-Pierre Door remettent leur rapport sur le risque épidémique. Dans un état d'esprit qui est sans aucun doute celui d'une préparation à la gestion critique, ils soulignent qu'en cas de pandémie grippale grave, les moyens mis en œuvre et les procédures seraient quasiment les mêmes qu'en cas d'attaque bioterroriste. Ils ajoutent : si nous entrons dans une phase pandémique contagieuse d'homme à homme, nous devrons lutter contre une telle épidémie par la mise en place de barrières physiques. Cette méthode qui est très efficace implique la possibilité de fermer les écoles, d'interdire les rassemblements, de limiter les transports collectifs dans les grandes agglomérations. Elle implique aussi que les personnes en contact avec le public puissent disposer de masques adaptés à la pandémie. Concernant les masques, il détaille la question. Un des moyens de rassurer la population serait de mettre à sa disposition des masques de protection. Les autorités interrogées par vos rapporteurs pensent que des masques classiques, de type masque de chirurgien, n'offriraient qu'une protection extrêmement limitée. Il serait souhaitable de disposer de modèles extrêmement efficaces, mais relativement coûteux. Une réflexion est engagée au ministère de l'Économie et des Finances pour examiner les conditions dans lesquelles des accords pourraient être passés avec des industriels, afin que ces derniers se dotent des machines-outils nécessaires à la fabrication, dans un délai extrêmement rapide, de plusieurs millions de masques. Il est prévu de réserver, dans un premier temps, les masques produits au personnel d'intervention les plus exposés au risque épidémique. Vos rapporteurs considèrent que la réflexion mérite d'être développée sur ce point. La mise à disposition de masques en nombre suffisant aurait certainement un coût très élevé, mais en même temps, aiderait à limiter la paralysie du pays. Vu sous cet angle, il convient de relativiser le coût. La lecture rétrospective de l'ampleur des risques envisagés, des mesures énumérées, la mention des masques, gage d'une continuité d'activité économique du pays, confirme qu'en 2005, en France, mais aussi ailleurs comme nous le verrons plus loin, il n'était pas question de courir après la crise due à une pandémie, mais de l'anticiper et de s'y préparer au mieux pour en maîtriser les conséquences, notamment économiques, autant que possible. C'est dans ce contexte que le tout nouveau ministre de la Santé et des Solidarités nommé le 2 juin 2005, Xavier Bertrand, participe le 30 juin aux Invalides à un exercice préparé par le Secrétariat général de la Défense nationale, SGDN, et largement décrit et analysé par Anne-Claude Crémieux. Participants et processus méritent d'être rappelés. Côté participants, ont été conviés, outre le ministre, le secrétaire général de la Défense et le directeur général de la Santé, des représentants de tous les cabinets ministériels, les experts chargés de conseiller les décideurs en cas d'épidémie, des élus, des responsables locaux, des acteurs de l'économie, des représentants du personnel hospitalier, des médecins libéraux et last but not least, 2 panels de citoyens représentatifs de la société française. Cet exercice n'est donc pas un entre-soi gouvernant, technostructure, sécurité, mais l'exemple d'un référentiel associant des agents hétérogènes qui reconstituent le paysage global du pays. Face à une question posée, celle d'une pandémie due à un virus inconnu, ils sont mis en demeure de réagir, qu'il s'agisse de manifester son ressenti ou de prendre une décision en situation instable et complexe, à savoir un milieu où une multiplicité de paramètres, d'acteurs, de facteurs et d'événements échangent des informations, interagissent et s'intriguent. Côté processus, des flashs d'informations télévisées montrent les hôpitaux submergés, les soignants contraints de travailler sans protection en raison de la pénurie de masques, les magasins dévalisés, l'armée appelée en renfort pour maintenir l'ordre.
L'ambiance est celle d'une guerre civile. À chaque étape, les responsables politiques et administratifs doivent gérer la crise et prendre des décisions. Très logiquement, ils fondent celles-ci sur ce qui est prévu dans le plan gouvernemental de prévention et de lutte pandémie grippale, et face aux réactions des autres participants, constatent qu'un certain nombre de points doivent être revus, d'autres ajoutés. Ce stress test n'est rien d'autre que la mise en application de la théorie des acteurs réseaux, de la pensée complexe et des lois de l'entropie, afin de penser le désordre plutôt que de le fuir, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin. Chaque participant a agi comme médiateur ou intermédiaire vis-à-vis des autres participants, favorisant ainsi l'échange d'informations et de savoir, évitant de la sorte le piège d'une construction parcellaire. Réseau et mise en relation des participants ont nécessité conjointement une transformation de la connaissance pour être correctement transmise et interprétée d'un participant à l'autre, du fait de l'hétérogénéité des savoirs et expériences de chacun. Les échanges ont conduit à l'émergence de controverses et progressivement de consensus autour des faits partagés. De cet exercice ressortiront des principes de base et des mesures concrètes. Au chapitre des principes, la nécessité de reproduire ce type de simulation de façon à ce que les décideurs, responsables administratifs et sanitaires se préparent régulièrement à la crise pandémique comme les pompiers se préparent au feu, et puissent réévaluer, mettre à jour et adapter les dispositifs. Autre enseignement fondamental, tout commence et se construit sur une relation de confiance initiale qui, dès le début, doit lier gouvernants et population. Pour ce qui est des mesures concrètes, un nouveau plan gouvernemental de prévention et de lutte pandémie grippale annule et remplace, le 6 janvier 2006, le plan précédent d'octobre 2004. La protection par des masques y est explicite. Le masque est à généraliser pour les malades, les soignants, les personnes indispensables au fonctionnement des services essentiels ou en contact répété et rapproché avec le public. On envisage même son port dans l'espace public. Préconisation du port d'un écran en tissu par les personnes indemnes dans les espaces publics à titre de précaution. Parallèlement, un plan industriel est mis en place avec différentes entreprises nationales bénéficiant d'engagements de commande de l'État, qui seront chargés de produire ces masques afin de ne pas dépendre de fournisseurs extraterritoriaux en cas de crise internationale. Il est vrai que la tension monte en ce début de l'année 2006 avec la crainte d'une pandémie due au virus grippal H5N1. Le 26 janvier de cette année, Jean-Pierre Door et Jean-Marie Le Guen remettent le rapport Assemblée nationale numéro 2833, au nom de la mission d'information sur la grippe aviaire, mesures préventives. Celui-ci vaut particulièrement pour ce qu'il exprime des nouveaux paradigmes de gouvernance de la santé publique, introduits par l'OMS dans le Règlement sanitaire international de 2005, et donc de l'esprit de préparation aux crises épidémiques. Il distingue clairement la prévention de la précaution. De la précaution absolue ou relative. Il importe de faire ici une mise au point sur la portée juridique stricte du principe de précaution, expression souvent employée improprement, d'autant plus qu'en matière de santé publique, la confusion entre principe de prévention et principe de précaution est fréquente. Rappelons la distinction énoncée dans le rapport remis en octobre 1999 au Premier ministre sur le principe de précaution par M. Philippe Kourilski et Mme Geneviève Vinet. La précaution vise à limiter les risques encore hypothétiques ou potentiels, tandis que la prévention s'attache à contrôler les risques avérés. La précaution se distingue de la prévention du fait qu'elle opère en univers incertain. Dans la gestion du risque incertain de pandémie de grippe aviaire, les pouvoirs publics ont décidé d'aller au-delà du simple principe de prévention et d'appliquer le principe de précaution, eu égard aux conséquences qu'entraînerait la réalisation de ce risque. La Cour de justice des communautés européennes dans 2 arrêts rendus le 5 mai 1998, dans des affaires relatives à l'encéphalite spongiforme bovine, affaires C-157-96e et C-180-96e, a posé le principe de précaution en matière de santé publique comme un principe général du droit européen. Il doit être admis que lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée des risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. En outre, le juge communautaire a, par 2 arrêts du 11 septembre 2002,
Affaire témoin 1399e, apporter des précisions importantes sur le principe de précaution en matière sanitaire. La mesure de précaution ne peut être fondée sur de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, mais doit se fonder sur un risque ayant un certain degré de probabilité. Tirant les conséquences de ces arrêts, la Commission européenne affirme dans sa communication intitulée « Le recours au principe de précaution », comme 2000/1, que le principe de précaution est un principe d'application générale qui doit notamment être pris en compte dans le domaine de la santé humaine. L'objectif est avant tout de retarder au maximum la propagation du virus, en attendant la mise au point du vaccin qui permettra de stopper la pandémie. C'est une stratégie de course contre la montre, au cours de laquelle la mise en œuvre de mesures imparfaites mais complémentaires peut diminuer l'impact initial de la maladie. Les mesures auxquelles il est fait allusion sont, essentiellement, la prescription d'antiviraux et l'utilisation de matériel de protection individuelle, les masques principalement, associés à des mesures d'hygiène simples mais rigoureuses. Voilà qui est clair, en matière sanitaire, les pouvoirs publics français en 2006, tout comme les instances européennes précédemment, ont fait le choix de la précaution. Mettre en place tout dispositif nécessaire sans attendre d'être au pied du mur d'une réalité avérée ou, pour reprendre les métaphores de 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, sans avoir à courir devant le tsunami qui déferle. Dans cet esprit, le directeur général de la Santé, Didier Houssin, nommé délégué interministériel à la grippe aviaire, organise chaque mardi une réunion grippe. Le plan gouvernemental de prévention et de lutte, pandémie grippale, est actualisé le 9 janvier 2007, comme il le sera régulièrement jusqu'en octobre 2011, ce dernier s'avérant cependant moins drastique que le précédent. Le 5 mars 2007, un établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, EPRUS, est créé. Il est chargé de gérer les stocks de masques, d'antiviraux, voire de vaccins, mais aussi une réserve sanitaire, à savoir un corps de professionnels de santé mobilisable à tout moment. Au niveau européen, l'heure est aussi à la précaution et à la préparation en cas de survenue d'une pandémie grippale, ou autre. Au printemps 2005, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC en anglais, débute ses activités. L'une de ses premières tâches sera l'organisation, les 23 et 24 novembre 2005, de l'exercice de simulation Common Ground. Des centaines de participants, représentants des États membres ou de pays tiers, notamment via des cellules de crise des ministères ou des agences gouvernementales concernées, d'agences de l'UE, de l'industrie pharmaceutique sont, un peu sur le mode de l'exercice du 2 juin 2005 du SGDN, l'entre-soi en plus, appelés à réagir aux événements d'urgence causés par un début de pandémie dû à une nouvelle souche de virus grippal. L'objectif est d'évaluer les plans nationaux et l'efficacité de la coordination entre États et le rôle de la Commission. En un mot, il s'agit de voir ce qui fonctionne ou non lorsque l'on passe de la théorie à la pratique. La règle du se tenir prêt, preparedness, énoncée dans le RSI de 2005, est bien l'état d'esprit qui préside. À l'issue de ces 2 journées, il est décidé, entre autres, d'améliorer le système d'alerte précoce, EWRS, certains plans nationaux, et de développer le rôle de la Commission aux différentes étapes d'une pandémie. Du côté des États membres de l'Union européenne, la France n'est pas le seul pays à se mettre en mode préparation. En 2004, l'Italie a créé le Centre national pour la prévention et le contrôle des maladies, CCM, dont le comité de pilotage stratégique inclut des représentants des régions, de la protection civile et du ministère de la Défense. En 2006, elle publie son premier plan national de prévention et de réponse à une pandémie de grippe. En 2007, le CCM entame une collaboration avec le laboratoire avancé de l'hôpital Lazzaro Spallanzani de Rome, qui travaille sur le diagnostic et la gestion des infections émergentes et réémergentes, dont celles dues à des coronavirus. Tous les pays européens ont leur plan national de prévention et de réponse. Au printemps 2009, de premiers cas de grippe avec complications pulmonaires, touchant des personnes jeunes et en bonne santé, apparaissent au Mexique. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain, CDC, et l'OMS sont aussitôt en alerte. En effet, les symptômes et le profil des malades laissent soupçonner une nouvelle souche virale. Les analyses confirment ces craintes. Il s'agit bien d'une combinaison de différentes souches de grippe apparentées ouvrant H1N1.
Au Mexique, 6 millions de masques sont distribués. Les écoles, universités, musées, bibliothèques, salles de spectacle fermées, les manifestations publiques et sportives interdites. Le 25 avril, l'OMS lance une alerte de risque potentiel de pandémie. 2 jours plus tard, elle relève son niveau d'alerte à 4 sur une échelle de 6 alors que les premiers malades sont signalés en Grande-Bretagne et en Espagne. Le 11 juin, elle passe au niveau 6 et déclare l'état de pandémie. Les pays qui ont élaboré des plans de prévention et de réponse n'ont pas attendu cette date pour les mettre en application. État des stocks de masques, d'antiviraux, commande de vaccins. Si la France décide de rester en niveau d'alerte 5, à savoir celui des starting blocks pour affronter une pandémie, le ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot, indique le 1er juillet que la France dispose d'1 milliard de masques chirurgicaux, 723 millions de masques FFP2 et de 33 millions d'antiviraux. 2 semaines plus tard, elle annonce la commande de 94 millions de doses de vaccins afin de procéder à des injections en 2 temps de 75% de la population. Dès la fin du mois, 1 million de plaquettes sont remises aux PME par le ministère du Travail pour expliquer les dispositions à prendre face à la crise possible. 2 semaines avant la rentrée scolaire de septembre, 12 millions de livrets sont distribués aux parents d'élèves. Informations sur ce que sont le virus H1N1, les gestes barrières, les décisions de fermeture de classe, voire d'établissement prises au cas par cas en fonction des circonstances, la manière dont la continuité scolaire sera assurée si la fermeture de l'ensemble des établissements s'avère nécessaire. On compte alors 3000 nouveaux cas par semaine en France métropolitaine et 2 décès depuis le 15 juin. Le 20 octobre, la campagne de vaccination commence dans les hôpitaux français. Dès le 12 novembre, des centres de vaccination sont ouverts afin d'immuniser la population prioritaire et à risque, puis ce sera le tour des collèges et lycées. Le 3 décembre, un arrêté pris sur la base de l'article L313111 du Code de santé publique prévoit de fournir une boîte de masques à chaque personne infectée par le virus et confinée à demeure afin de limiter la contamination au sein de clusters familiaux. Le 14 janvier 2010, les autorités déclarent la fin de la première vague épidémique, sans arrêter pour autant la campagne de vaccination. Au final, on dénombre 323 morts sur le territoire français. Quelles que soient les polémiques ultérieures, la France n'est pas la seule à avoir anticipé et s'être préparée. Aux États-Unis, le président Obama donne lui-même l'exemple de la vaccination sous l'œil des caméras, tout comme Roselyne Bachelot en France. La plupart des pays occidentaux ont aussi pris la décision de vaccination massive. La Suède a acquis 18 millions de doses pour une population de 9,28 millions d'habitants, le Canada 50,4 millions pour 34 millions d'habitants, les États-Unis 229 millions pour un peu plus de 309 millions de personnes. L'Allemagne a acheté 50 millions de doses et en a réservé 90 millions supplémentaires pour 82 millions d'habitants. Le Royaume-Uni a commandé lui aussi 90 millions de vaccins pour un peu moins de 63 millions d'habitants. La Belgique s'est pourvue de 12,6 millions pour moins de 11 millions d'habitants. Le 10 août 2010, l'OMS déclare officiellement la fin de la pandémie et un bilan de 18 500 morts dans le monde. Cependant, selon le département de modélisation du CDC américain, le chiffre réel, établi en 2012, serait beaucoup plus élevé, entre 150 000 et 575 000 victimes. Alors, beaucoup trop de bruit pour pas grand-chose ou leçon ratée d'un test en grandeur réelle ? Pour l'heure, le temps des comptes tient le devant de la scène. Dès le 18 décembre 2009, Wolfgang Wodarg, membre du SPD allemand et président de la Commission de la Santé de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, signe une résolution exigeant l'audition de l'OMS. Celle-ci a lieu le 26 janvier 2010 devant le Conseil de l'Europe. Il y est question de fausses pandémies, de pression, voire de collusion avec des laboratoires qui ont ainsi réalisé des bénéfices juteux. Le détail des noms d'oiseaux échangés à l'occasion n'étant pas nécessaire, il faut surtout retenir, dans la perspective de la gestion de crise sanitaire, l'opposition entre 2 définitions d'une pandémie. Alors que pour Wodarg c'est la mortalité avérée qui qualifie la pandémie, pour Keiji Fukuda, le numéro 2 de l'OMS à cette époque, c'est le niveau et la rapidité de propagation dans le monde d'un virus potentiellement létal qui constitue le critère principal. En somme,
Ce que Wodarg reproche à l'OMS, c'est d'avoir appliqué les idées de Hans Jonas sur la prophétie du malheur, et d'avoir mis en œuvre une version absolutiste du principe de précaution. De son côté, Wodarg et donc les instances européennes qu'il représente mettent en avant une rationalité instrumentale qui, en économie, est celle d'agents mus par la fonction d'utilité pour leurs intérêts et opérant des choix optimaux, c'est-à-dire les plus efficaces. Même combat, si l'on peut dire, en tout cas charge politique s'engouffrant dans la brèche, en France où le 12 janvier 2010 à 21 hectolitres 5, Roselyne Bachelot est auditionnée par la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée, dont l'un des membres N', est autre que Marisol Touraine, future ministre des Affaires sociales et de la Santé du 16 mai 2012 au 10 mai 2017. On reproche au gouvernement et à la ministre de la Santé et des Sports d'avoir exagéré le risque, dilapidé l'argent public en commandant trop de vaccins, le tout pour une grippette. L'expression fait déjà florès, et une campagne de vaccination qui s'est révélée être un échec avec 6,7% de la population vaccinée. Opacité des laboratoires pharmaceutiques, collusion d'intérêts entre ceux-ci et les experts sont également à l'ordre du jour. Cette audition débouchera sur une commission d'enquête parlementaire menée par Jean-Christophe Lagarde et Jean-Pierre Door. De cette première passe d'armes, il faut surtout retenir les propos de Roselyne Bachelot et ceux du président de commission, Pierre Méhaignerie. La ministre justifie ses décisions de la façon suivante. La responsabilité de la ministre en charge de la santé est de tenir un discours de sagesse et de précaution, instruite par l'expérience. C'est ainsi qu'une bonne gestion de crise commande de ne préempter aucune hypothèse. La perspective critique d'un débordement des services hospitaliers et la probabilité d'une dissymétrie entre les ressources de santé disponibles et la demande potentielle a justifié en amont la dépense engagée et l'organisation préconisée par l'État. Par ailleurs, l'observation des formes graves qui sont survenues dans l'hémisphère sud nous a conduit à renforcer nos équipements à la fois en respirateurs sophistiqués pour assurer la ventilation des patients et en dispositifs d'oxygénation extracorporelle qui constituent l'ultime recours dans les formes les plus graves de ces atteintes pulmonaires. Ce à quoi le président Méhaignerie répond : la façon dont les choses se passent nous conduit à réfléchir sur l'application du principe de précaution, désormais constitutionnalisé. Je souhaite donc qu'un débat public s'engage sur l'application de ce principe, et que nous comparions nos usages en la matière avec ceux d'autres pays. Quant à la commission d'enquête, elle conclura le 6 juillet 2010, les pouvoirs publics n'ont fait, et bien fait, que leur devoir, mettant en évidence des problématiques de fond, une montée de l'individualisme alors que la vaccination massive relève d'une immunisation de groupe et donc d'un comportement collectif, la défiance vis-à-vis de la vaccination, alimentée par un puissant lobby anti-vaccin, mais également corollaire d'un choix de L', irrationnel, le rôle joué par les médias sociaux et la surexposition médiatique d'experts autoproclamés. Les rapporteurs lancent ce cri d'alarme. Demain, il nous faudra peut-être faire face à une nouvelle pandémie à la gravité plus sévère. La mobilisation du corps social sera alors indispensable. Comment ferons-nous si l'on ne croit plus aux mesures de santé publique ? De son côté, la Cour des comptes, dans son rapport du 21 mars 2011, critique la campagne de vaccination jugée coûteuse mais salue la pertinence de la constitution de stocks de masques et d'antiviraux. La situation française n'est pas une exception. Si l'on reprend la liste ci-dessus des pays ayant massivement commandé des doses de vaccins et lancé des campagnes de vaccination à l'échelle nationale, les pourcentages de personnes y ayant répondu sont les suivants. Suède 64,5%, Canada 45%, États-Unis 23,4%, Allemagne 10%, Royaume-Uni 7,4%, Belgique 6,6%. Les constats établis en France, non-crise, défiance de la population, stock de vaccins en surnombre, opacité des industries pharmaceutiques, double casquette des experts travaillant également pour les industriels, rôle délétère de certains lobbies et médias, etc., sont identiques au niveau européen. Conséquence, dans les résolutions du Parlement européen en date du 8 mars 2011, on lit et relève. Le Parlement exhorte l'OMS à réviser la définition d'une pandémie en prenant en considération, outre le critère de l'extension géographique, celui de la gravité, demande aux États membres d'impliquer davantage les professionnels de santé dans toutes les étapes de l'élaboration et de l'application d'une stratégie de prévention et de lutte contre une pandémie,
approuve la mise en place des apostrophes. Une procédure permettant aux États membres de procéder à l'achat groupé de vaccins et médicaments antiviraux sur base volontaire, afin d'obtenir sur un produit donné, notamment, un accès égal, des tarifs avantageux et de la souplesse pour les commandes, rappelle que selon la législation européenne relative aux médicaments, la responsabilité de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité d'un médicament incombe aux fabricants, invite les États membres à appliquer pleinement cette disposition dans tous leurs contrats des apostrophes. Achat de vaccins car c'est un facteur important pour maintenir ou retrouver la confiance des gens en la sécurité des vaccins, est d'avis que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC, doit exercer ses pouvoirs en tant qu'agence indépendante pour évaluer la gravité des risques infectieux et communiquer à ce sujet, et qu'il faut lui donner les moyens suffisants pour toutes ses missions, réaffirme la nécessité de disposer des apostrophes. Études scientifiques indépendantes des firmes pharmaceutiques, sur les vaccins et les antiviraux y compris en ce qui concerne le suivi de la couverture vaccinale, demandent, même s'ils peuvent être consultés, que les experts qui ont des liens avec le secteur pharmaceutique soient exclus de la prise de décision, a conscience de la nécessité de communiquer auprès du public, avec davantage de clarté et de transparence, sur les risques et les avantages, souligne qu'il faut arriver à adresser un message cohérent aux citoyens dès lors qu'un risque sanitaire est évalué, insiste sur l'importance d'une communication cohérente des États membres au sujet du contenu informatif du message. Caractéristiques du virus, nature des risques, meilleure manière de les prévenir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.